Bonjour à tous, merci d'être venus, ravi de vous accueillir sur le campus Publicis 145. Alors comme c'est filmé, il faut que je fasse attention où je me mets. En tout cas, on est ici pour justement parler CRM, mais pas uniquement, parler data, mais pas uniquement. Alors, je me présente, je m'appelle Ronan Bourgeois, je suis DGA au sein de Epsilon. Epsilon, on est l'agence en data marketing du groupe Publicis. On s'occupe d'accompagner nos clients sur les problématiques de data, de CRM, de digital platform. Donc, moult sujets. Et aujourd'hui, justement, on voulait essayer de discuter avec vous, d'avoir des conversations avec vous sur différents types de problématiques qu'on gère avec nos clients. La première, bien sûr, ça va être tout ce qui est relations clients, tout ce qui est canaux. Il y en a de plus en plus. Ils sont de plus en plus multiples. Ils sont sur tous les devices. Ils vont être dans toutes les journées des clients. Et ensuite, on voulait aller un peu plus loin sur des cases qui vont être habités par certains clients. Donc, par exemple, de parler de WhatsApp avec ce qu'on a fait pour Renault, de parler de tout ce qu'on peut faire justement sur le CRM, mais la création et la créativité qui va avec. On vous présentera justement comment on accompagne Flying Blue, le programme de fidélité d'Air France, KLM, Transavia, et comment on l'a fait pour les 20 ans. Et également parler un peu mesure, parce qu'on aime bien parler mesure quand on fait des choses chez Epsilon, et d'avoir justement tout le case qu'on a fait avec Maison du Monde sur un MMM plus avancé. Pour commencer, on avait une bonne nouvelle. Ce qu'on essaye, nous, c'est d'être un peu à la pointe sur tout ce qui est canaux conversationnels, marketing relationnel. Donc, on travaille sur du mail, sur du SMS, mais de plus en plus sur du RCS et également de plus en plus sur WhatsApp. On essaye justement d'accompagner un peu les marques sur ces problématiques avec ces devices. Et donc, depuis hier, on est la première agence certifiée au niveau mondial. Donc, je suis assez content. Et je remercie vraiment les équipes qui ont participé. Donc c'est très chouette pour nous et effectivement c'est un plaisir pour nous d'aller sur ce nouveau canal avec Meta et justement de pouvoir accompagner les marques sur ces problématiques-là. Et donc justement, pour commencer, je vais laisser la parole à Meta avec Marie Delahaye, avec Sarah de Renault qui doit être à distance. Bonjour Sarah, j'espère que tu nous entends. Bonjour à tous, je vous entends parfaitement. Et avec Léonore Rabier, qui est directrice de clientèle sur le compte Renault chez Epsilon. Je vous laisse. Merci beaucoup. Il faut rester là pour qu'on nous voit, c'est ça ? Je ne bouge pas. Bonjour à tous, je suis ravie d'avoir été invitée par les équipes Epsilon aujourd'hui et de vous parler de WhatsApp. Bravo à toute l'équipe WhatsApp pour sa certification. Pour toute l'équipe Epsilon, c'est assez incroyable. Donc, quelques mots sur WhatsApp avant de vous parler des cas concrets. Donc, aujourd'hui, WhatsApp, c'est devenu un réflexe. Évidemment, vous avez tous votre groupe famille, amis. C'est plus d'1 milliard de personnes qui discutent avec un business chaque semaine dans le monde. Donc, c'est une réalité. C'est plus un sujet. C'est vraiment quelque chose d'ancré dans le quotidien des Français et des Européens. Et puis, si on zoome un petit peu sur quelle est la messagerie préférée au niveau Europe, on voit d'après la dernière étude, donc ça, c'est pas une étude méta, c'est une étude externe, qui nous montre que WhatsApp est le 3e canal de communication préféré, en tous les cas, avec lesquels les utilisateurs communiquent. Mais ce qui est intéressant de regarder, donc c'est derrière les emails et le SMS, ce qui est intéressant de regarder quand même, c'est quand vous regardez ce qui se passe au Brésil ou en Inde, qui sont des marchés très avancés sur le sujet, on voit que c'est de très loin, WhatsApp est de très loin, le canal de communication numéro 1 dans ces pays-là. Donc on peut imaginer, en tous les cas, vu l'accélération, vu la croissance de ce canal depuis 2 ans, je dirais, on peut imaginer ce qui va se passer en Europe. Pourquoi l'intégration WhatsApp, ça permet 3 choses finalement. Le premier, c'est l'accélération des revenus, l'accélération d'un meilleur ROI, parce que vous avez, on le voit ici, des améliorations des taux de conversion. Donc ça, c'est le premier point qui, je dirais, la priorité des entreprises qui vous ici dans la salle. Le deuxième, c'est une meilleure productivité. On le verra aussi juste après, mais il y a évidemment les agents IA qui ont des temps de réponse accélérés. Donc vous avez une meilleure productivité pour vous, entreprise, et une meilleure satisfaction client parce que via WhatsApp, ça devient une relation privilégiée avec vos clients. Donc derrière, évidemment, une satisfaction. Sur WhatsApp, aujourd'hui, vous pouvez adresser l'ensemble
du parcours du cycle de vie du client. Vous avez des cas très haut de funnel, d'autres cas post-achat, etc., etc. Vous avez de nombreux use cases. Aujourd'hui, on va notamment s'attarder sur un use case marketing. Vous avez donc l'ensemble du parcours, mais juste gardez en tête, je ne vais pas passer trop de temps sur ce sujet, mais évidemment, les équipes Epsilon sont bien au fait de ce point-là, donc ils pourront vous en dire plus. Vous avez différents types de messages. Les messages qui sont à l'initiative de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il a cliqué sur un lien Facebook ou Instagram et il veut rentrer en conversation avec une marque. C'est ce qu'on appelle service. Tout ce qui est à gauche, c'est utilisateur qui a initié la conversation. Ou il a pu aussi flasher un QR code, cliquer sur un lien d'une page, d'un site client ou d'une page Instagram, etc. Et puis, vous avez les push, dans ce qu'on appelle les business initiated messages, donc les push qu'une marque va envoyer à vos clients. Et aujourd'hui, on va se focuser notamment avec Léonore et Sarah sur un des aspects, qui est le marketing conversation. Grâce, donc vous voyez différents exemples ici. Alors, on a Amazon qui est live depuis hier. Comme vous le voyez sur l'exemple, c'est les offres de Black Friday. Donc, vous pouvez envoyer à vos clients, bien sûr, opt-in, cette offre Black Friday. Donc, tous ces messages marketing vous permettent d'augmenter les ventes, si vous le souhaitez, d'augmenter la fidélisation ou l'engagement au travers WhatsApp. En trois mots, vous avez différents produits qui existent et nouveautés notamment. Le premier, c'est WhatsApp Flow. WhatsApp Flow, finalement, vous êtes dans une discussion avec une marque et vous le voyez ici, vous avez des templates intégrés. Alors, c'est en cours de développement, on n'est pas encore, toutes les marques ne l'ont pas adapté. Il y a encore aussi des points techniques, pour être honnête. Mais vous savez qu'aujourd'hui, vous avez cette possibilité-là de créer des templates pour booker un rendez-vous, réserver un hôtel ou bien tout simplement en savoir plus sur l'offre en question, comme vous le pouvez voir ici. Et puis, si on parle de super app, en tous les cas, de rester au sein de WhatsApp, comme les WhatsApp Flow, on vient de le voir, il y a aussi une dernière nouveauté qui est les WebView. Qu'est-ce qu'on appelle WebView? Donc, ça va être, notamment le secteur travel est très avancé sur ces sujets-là. C'est encore une fois de rester au sein de WhatsApp pour garder l'utilisateur avec nous, avec la marque, tout au long du parcours, et de se dire, vous pouvez avoir le boarding pass directement dans WhatsApp, ou, on l'imagine, le paiement, qui n'est pas encore, attention, disponible en France, mais on l'espère va l'être en 2026. Et lorsque le paiement sera intégré, on aura évidemment toute la chaîne de discussion jusqu'à la conversion finale et on sera ravis. En tous les cas, l'optimisation du parcours sera vraiment la plus fluide. Et puis, sachez tout de même, c'est vraiment important, c'est très important, je dirais même, c'est la sécurité et la protection de la vie privée des utilisateurs. C'est une priorité pour WhatsApp. Vous savez que les discussions sont encryptées, à l'inverse d'autres canaux comme le SMS par exemple. Donc c'est notre priorité. Il y a beaucoup de features qui sont développées toutes les semaines, je dirais, tous les mois. Et la prochaine qui va arriver, c'est que vous aurez désormais, vous n'allez plus avoir le numéro de téléphone comme vous le voyez là, vous allez avoir le nom de l'entreprise ou de la marque directement pour des questions de confidentialité, de protection de la vie privée. C'est un sujet très important et voilà, donc j'espère que ces quelques minutes vous auront donné une overview. Évidemment, on pourra en discuter plus tard tout à l'heure. Je passe le micro à Léonore pour vous parler concrètement des cas. Et encore bravo pour ce très beau cas que vous avez réalisé. Merci Marie. Alors, moi je vais vous parler de la stratégie globale qu'on a mis en place pour vous accompagner, pour développer la solution méta au sein de votre entreprise. Cette méthode globale, on l'a appliquée cette année avec Renault et elle se décline en 3 étapes. Notre première étape, ça va être l'analyse et la stratégie. On passe ensuite au design et au développement et on termine avec le lancement et l'optimisation. Sur l'analyse et le développement, donc notre objectif, c'est de co-construire une expérience à forte valeur ajoutée pour vous et vos clients. On va commencer par faire une analyse de votre expérience client actuelle pour identifier tous les pain points. Ensuite, on va essayer de chercher les bénéfices clients qu'on va pouvoir faire en identifiant différents types de use cases. Par exemple, dans le cas de Renault, on a identifié qu'il y avait un besoin autour de la réassurance électrique. On a identifié également qu'il y avait un besoin de création de canal dédié pour accompagner nos utilisateurs au moment des waiting programmes pour les lancements de véhicules. Et on a identifié également une opportunité pour faire de l'awareness brand en créant une relation plus personnelle entre la marque et le client par rapport, par exemple, à une newsletter où il n'y a pas d'interaction possible.
Une fois qu'on a identifié ces éléments-là, on va mettre en place une stratégie et on va définir différents points pour optimiser votre expérience. Ça passe par des choses comme la création d'une direction artistique, la définition d'un tone of voice qui va correspondre à la fois à votre marque et à ce type de canal conversationnel, et la mise en place évidemment de process et de gouvernance globale, puisque c'est un nouveau canal conversationnel, donc il va falloir définir tout le cadre qui va nous permettre de le mettre en place. Une fois que ces étapes ont été faites, on va passer aux KPI également. Évidemment, chaque stratégie va avoir des KPI différents en fonction de vos besoins. Je laisserai Sarah tout à l'heure présenter les KPI qu'on a décidé de centraliser dans la stratégie Renault 2025. Une fois qu'on a fait toute cette étape stratégique, on va passer à la partie technique. Le premier point va être le choix de votre partenaire. Le choix de votre partenaire va dépendre de votre écosystème data, mais aussi, par exemple, de la stratégie qu'on aura définie ensemble et des besoins qui y sont liés. Pour Renault, le choix qu'on a fait, ça a été le BSP Cinch, déjà parce qu'il était présent dans l'écosystème de Renault, et parce que les modules qu'il proposait nous permettaient de répondre aux besoins qu'on avait identifiés pour Renault. Une fois que ce choix du partenaire a été fait, on va parler sur la partie technique, on va vous aider à mettre en place votre numéro de téléphone, créer votre agent, le tester et évidemment construire vos workflows chez nous avec le pôle d'Estelle. Une fois que cette partie technique a été faite, on va lancer concrètement l'expérience sur WhatsApp. Ça va passer par la définition d'un scénario. C'est-à-dire qu'on va créer tout un scénario complexe, on va l'écrire, on va développer tous les assets qui vont permettre de le nourrir. Donc, par exemple, des vidéos, des images spécifiques, des sondages, etc. On va le paramétrer dans WhatsApp, on va le tester, on va évidemment vous le faire valider, et on va pouvoir lancer et monitorer la campagne. Je vais maintenant passer la parole à Sarah, si tu veux bien, pour décrire notre stratégie WhatsApp 2025. Merci Léonore. Donc effectivement, on a lancé ce nouveau canal WhatsApp en juillet de cette année pour la France. J'ai envie de dire que c'était vraiment 6 mois de test and learn. Ces 6 premiers mois ont été essentiels pour nous parce que ça nous a vraiment permis de mettre en place des process d'utilisation de la plateforme, d'identifier les messages les plus impactants, les bonnes pratiques. Et je pense que maintenant, on a une structure qui est plutôt robuste et qui nous permet d'envisager la suite avec ambition. Et cette suite, c'est le fait d'onboarder de nouveaux pays en début d'année prochaine. À l'initiative du projet, on s'était fixé 3 objectifs principaux. Le premier, c'était de collecter un maximum d'opt-in, évidemment, pour pouvoir retoucher, retargeter ces contacts dans un temps 2 via le canal WhatsApp. Et ça, c'était vraiment le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, et ça nous a pas mal challengé sur ces 6 premiers mois. Le deuxième objectif, c'était de booster l'engagement, donc en enrichissant les parcours conversationnels, en maximisant la valeur de chaque intervention, donc générer un maximum de clics, de leads et j'ai envie de dire d'interactions sur les bots. Et le dernier objectif, c'était de développer une expérience qui était plus personnelle pour renforcer la relation entre l'utilisateur et la marque Renault. Donc créer plus de proximité via ce canal. Voilà, un parcours qui est personnalisé. J'ai envie de dire que ce trio d'objectifs, ça a vraiment constitué notre colonne vertébrale dans toute la stratégie sur ces 6 premiers mois. Merci Sarah. Alors, pour vous donner un exemple du type de message qu'on a pu développer pour Renault, on vous a mis ici 3 exemples de parcours. Le premier message que vous allez voir, donc c'est ce qu'on va appeler un message marketing simple. On va envoyer ici un message avec une vidéo, une image, un CTA de redirection. Ça nous a beaucoup aidé, par exemple, dans le canal R5 Turbo Society, qui est un canal dédié pour les futurs acheteurs de la Turbo, pour envoyer, par exemple, des vidéos confidentielles, des messages exclusifs, etc., sans avoir, on va dire, une construction trop complexe en amont. C'est des choses qu'on peut déclencher assez rapidement. Ensuite, vous allez avoir une conversation de complexité moyenne. Ce que vous voyez là, c'est toute l'arborescence de messages avec toutes les redirections qu'on va pouvoir faire. Ici, c'est un exemple qu'on a fait cet été pour pousser le merchandising de Renault, pour pousser par exemple une offre, un jeu concours. Une fois de plus, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place en l'espace de 2-3 semaines, voire plus rapidement si nécessaire. Et après, vous avez la complexité forte. Bon, là, il faut un petit peu plus que 2-3 semaines, évidemment. Vous pouvez le voir, il y a énormément d'arborescence. Celui-ci, on l'a mis en place, c'était pour la réassurance électrique,
pour essayer de rassurer nos utilisateurs autour de tout ce qui entourait la réassurance électrique. Ce qui est hyper intéressant dans ce genre de parcours, c'est que l'utilisateur va pouvoir choisir le thème qui l'intéresse le plus. On l'a fait par exemple aussi pour le Start of Sales de Renault 4, que Sarah va vous présenter plus en détail tout à l'heure. Ça nous permet d'avoir une navigation qui va être différente que celle qu'il peut y avoir par exemple sur un site internet. L'utilisateur va directement aller chercher le design, l'autonomie, la technique. Et ça nous permet de pousser nos argumentaires différemment que ce qu'on peut faire via un email où évidemment on présente tous les sujets d'un coup, si je peux dire comme ça. Sarah, la timeline, si tu veux. Ouais, merci. Yes, donc comme je disais juste avant, hein, ces 6 premiers mois, c'était vraiment de tester ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment poussé des thématiques très différentes sur ces 6 premiers mois. En juillet, on a démarré avec un bot super complet. Léonore en parlait juste avant sur la réassurance électrique, bot qu'on a relayé via le canal email. Ce premier bot était vraiment centré sur la levée de frein en fait à la technologie EV pour réassurer nos clients et nos prospects. En août, on a fait un push marketing. Donc là, c'était sur les personnes qui s'étaient optimisées sur la campagne du mois de juillet, orienté merchandising. Donc c'était un petit peu la thématique quel produit est fait pour vous. Septembre, c'était un mois plutôt fort avec 2 temps de parole. D'abord, une communication pour annoncer le Start of Sales de R4 avec un push marketing directement sur WhatsApp pour les personnes qui étaient opt-in. Et on a aussi utilisé ce bot pour générer des opt-in, donc un relais via des emails. Autre communication du mois de septembre, c'était sur le leasing électrique. Léonore en a parlé juste avant. Donc, l'objectif de cette campagne, c'était vraiment de collecter des opt-in. Je vais vous montrer juste après le détail de cette campagne, mais on l'a relayé via de l'email, du site Google Ads. Et on s'est vraiment rendu compte que de pousser les bots sur d'autres canaux que uniquement la partie email, donc relayé via Google Ads ou via le site internet, c'était une vraie bonne pratique. Ce qui fait que ça, on l'a pérennisé, le relais sur le site internet pour la communication du coup du mois d'octobre sur Twingo. Et en décembre, on aura une com sur le merchandising liée, on va dire, aux fêtes de Noël, etc. Voilà pour les thématiques. On rentre maintenant sur le cas leasing. Ce cas-là, le but, c'était vraiment d'aller tester l'éligibilité au leasing via 4 questions très simples. Si la personne était éligible, le contact était redescendu au vendeur. Et s'il n'était pas éligible, on renvoyait vers les offres du moment, les offres Renew, donc toutes les offres Renew Occasion. C'est ça. Ce qui est intéressant ici, vous avez pu voir, c'était la mécanique d'opt-in qu'on vient relier au début et à la fin du bot. C'est très très important pour nous de collecter les opt-in parce que c'est évidemment RGPD compliant avec tout ce qui se passe en Europe et ça nous permet ensuite de les retargeter. Comme l'a dit Sarah, on va pouvoir le relayer sur le site internet et à différents endroits. Donc c'est accessible par n'importe qui, même si vous ne donnez pas votre opt-in. En revanche, on ne pourra pas vous retargeter derrière. L'objectif, c'est bien d'utiliser WhatsApp comme un canal CRM complet. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire du ciblage. Et pour faire du ciblage, il faut qu'on ait votre opt-in. Je vais passer au cas, du coup, Renault 4. Ouais, alors le cas Renault 4, il est intéressant parce qu'en plus, on voit l'amont du parcours. Ouais, et on le lance. Donc, du coup, là, c'était dans le cadre du Start of Sales de Renault 4. On reçoit un email. Dans cet email, on a différents blocs, dont le bloc WhatsApp. On clique sur le CTA, on arrive sur WhatsApp, on engage la conversation. Et là, on a la première question d'optimisation. Voilà. Ensuite, on va pouvoir lancer le parcours. Voilà, on va choisir le parcours qui m'intéresse le plus, donc selon les thématiques. Là, on a choisi le parcours lié au design. Donc, on va avoir des informations qui vont être posées sur cette thématique-là. Je suis désolée, Et la vidéo est un on peu a lente. ouais, la vidéo. Donc là, c'est une vidéo rétro-morphing où on passe de l'ancienne Renault 4 jusqu'à la nouvelle Renault 4. Donc, bien sûr, la thématique que j'ai choisie, qui est la thématique du design. Bon, après, ça va aller un petit peu vite, donc je ne vais pas forcément pouvoir tout commenter, mais l'idée, le plus important, c'est de se dire qu'on va aller pousser
un contenu, enfin des contenus, des visuels, des vidéos, des quiz, des informations produits, des interviews, enfin voilà, là en l'occurrence une interview, selon les centres d'intérêt du client. C'est-à-dire que s'il a été intéressé, s'il nous a dit je suis intéressé par le design, la conduite électrique et l'innovation, bah, il aura juste pas le même parcours et c'est tout l'intérêt de WhatsApp, c'est d'avoir un contenu qui est drivé par le client. Tout à fait. Quelques chiffres pour terminer. Donc, actuellement, nous avons collecté un petit peu plus que 19 000 opt-in. 36,7 000 exactement, c'est le nombre de conversations qu'on a eu pour le moment à date. Et 216,3, c'est le nombre de messages que les utilisateurs nous ont envoyés, donc en cliquant sur les fameux CTA que vous avez pu voir. Voilà pour nous. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, j'ai une question sur la collecte d'opt-in. Est-ce qu'en parallèle des use cases que vous avez pu faire à travers du coup, tout le plan marketing de lancement, vous avez préalablement du coup, collecté des opt-in de manière très brute dans des emails ou dans des SMS Alors, on aurait pu le faire. La problématique, c'est qu'on n'avait pas encore développé tout ce qu'il fallait pour pouvoir collecter ces opt-in correctement. Donc, on a préféré attendre d'avoir le canal WhatsApp d'ouvert pour pouvoir collecter les opt-in directement dans WhatsApp. En revanche, en effet, on a d'autres use cases où les clients ont d'abord fait des mails de collection d'opt-in et ont ensuite activé leur canal WhatsApp. L'un et l'autre sont tout à fait possibles. Bonjour. Ma question, c'était par rapport à Google Ads. Ce que je n'ai pas bien compris, c'est que vous avez fait de la prospection aussi ou uniquement vous avez retouché vos clients Alors, pour la technologie Google Ads, je pense que peut-être Sarah sera plus à même d'en parler que moi. Non, en fait, on a utilisé le bot pour aller justement collecter de l'opt-in via d'autres, on va dire, d'autres canaux qui sont le Google Ads, Internet. C'est-à-dire qu'on allait proposer ce bot-là, non pas uniquement sur la partie je mets un bloc dans un email, mais je vais également le mettre sur mon site Internet. Je vais essayer de pousser en social media, etc. Donc en gros, on a des messages de redirection, par exemple, qui disent apprenez-en plus sur R4 dans WhatsApp. On propose d'avoir une expérience différente, explorer notre nouveau canal. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle le push market. Donc, je vais utiliser mon bot pour aller nourrir les personnes qui sont inscrites à mon canal WhatsApp. Et on utilise aussi toute cette stratégie-là pour aller collecter des opt-in. Et donc, c'est pour ça qu'on va activer le site Google, les réseaux sociaux. Enfin, voilà, on va activer différents vecteurs pour collecter plus d'opt-in. Parce que c'est vraiment la difficulté, comme on le disait. Il n'y a pas que nos clients. On parle bien d'opt-in WhatsApp. Donc, il n'y a pas que nos clients. C'est la problématique qu'on a eu un moment et sur laquelle on a beaucoup travaillé, par exemple avec César. C'était de réussir à faire en sorte que l'opt-in vienne enrichir la base CMDM de Renault, mais en créant également de nouveaux profils. On a des personnes qui sont potentiellement opt-in uniquement WhatsApp et pas email. Oui, j'ai posé une question aussi, merci, complémentaire à la tienne, parce que c'est hyper intéressant, évidemment, de considérer ce canal-là en complément des autres canaux. Et je n'ai pas bien compris, en fait, la source ou l'atterrissage entre Google Ads, site Internet et relais email. Quelle est la source? La même. Est-ce que c'est la source ou est-ce que c'est les pages d'atterrissage? Parce que je comprends l'intérêt de l'opt-in, mais après, d'un point de vue ROI business, comment vous avez utilisé votre site Internet principalement pour pouvoir, en fait, du coup, développer l'engagement au-delà de WhatsApp? Donc, par rapport, quelle est la page d'atterrissage? La page, c'est la même chose. En fait, on utilise ce bot-là qui est existant. Donc, soit, comme je disais, pour aller produire, pour aller donner du contenu aux personnes qui sont déjà optimisées, ou sinon, en fait, sur le site Internet, très clairement, on dit, souhaitez-vous recevoir des informations supplémentaires sur Renault 4? Voilà, donnez votre... voilà, et là, on pousse le canal WhatsApp. Donc, c'est plus... Le contenu que l'on a produit pour nos inscrits WhatsApp, on va également le relayer sur le site Internet, par exemple, pour aller collecter d'autres personnes et donner des informations supplémentaires à ces personnes-là. Pour un exemple... Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais. Avec votre propre bot, en fait. Parce qu'il y a un bot déjà sur le site Internet.
Il y a un bot déjà sur le site internet, c'est pas le même que celui qu'on utilise ici. En fait, ce sont des expériences qui sont très différentes. Le bot du site internet, il va permettre de poser des questions autour des véhicules ou de la marque. Nous, on va vraiment essayer d'aborder des sujets assez précis, chaque mois différents. Si on prend un exemple très concret, le leasing électrique, donc pour savoir si vous êtes éligible ou pas au leasing électrique, normalement, il faut remplir certaines conditions. Sur le site internet, il y avait des listes de conditions qui n'étaient pas forcément très claires et compréhensibles. Donc du coup, en utilisant le bot WhatsApp, ça nous a permis de proposer aux personnes de un petit peu mieux leur expliquer comment fonctionnait le leasing électrique, et ils ont rempli dans WhatsApp des informations que normalement ils auraient fait par exemple dans un formulaire, ce qui est une expérience on va dire un peu moins directe et un petit peu plus sèche. Ce formulaire ensuite est redescendu au concessionnaire. Autrement, on l'aurait fait sur le site internet. On aurait pu le faire que sur le site internet, mais WhatsApp permet de proposer une expérience différente. Si on prend le cas de Renault 4 par exemple, donc vous arrivez sur la page Renault 4, on avait un relais WhatsApp, vous pouvez très bien décider de faire la navigation dans le site internet. Mais c'est un site internet, il y a des informations à différents endroits. L'avantage qu'on a dans WhatsApp, c'est qu'on va proposer une expérience différente où vous allez venir sélectionner directement le sujet qui vous intéresse le plus, et ça nous permet parfois aussi d'aborder des modules, on va dire, qui sont un petit peu cachés. Là, par exemple, on a fait l'expérience avec Twingo, c'était le reveal de la Twingo, et il y avait des expériences un petit peu cachées dans le site qui n'étaient pas forcément les premières qu'on voulait mettre en avant. Et ben là, on leur a expliqué comment est-ce qu'on a fait l'ADA de Twingo, comment est-ce qu'on a créé l'identité de marque, etc. C'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément sur les pages produits des sites internet. Donc c'est vraiment une expérience qui va être complémentaire au site, à l'email, et ben voilà, tout simplement. Est-ce que ça répond? Oui, merci, c'est clair. Parfait. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour. En fait, cette expérience que vous avez délivrée via WhatsApp, est-ce que vous avez pu mesurer la satisfaction autour de celle-ci versus, on va dire, une expérience un peu plus classique que vous pourriez avoir sur l'email? Parce qu'il me semble que c'était un peu votre objectif, d'être plus interactif et finalement d'offrir une meilleure expérience. Est-ce que vous avez pu le mesurer ou vous n'en êtes pas encore là? Non, on n'en est pas encore là. Là, on fera plus un point, je pense, d'ici décembre, pour voir s'il y a un impact positif en termes de parcours et de perception client. Mais à aujourd'hui, on n'a pas d'éléments. La seule chose qu'on peut aller mesurer, c'est le nombre d'interactions sur les bots. On peut estimer que s'ils ont interagi, c'est qu'ils étaient intéressés par le contenu. Mais on n'a à date pas plus d'éléments que celui-ci. Mais justement, on trouvait que le canal WhatsApp pouvait être pas inintéressant pour faire des études également, et d'avoir des sondages et d'avoir des informations là-dessus. C'est aussi des sujets sur lesquels on travaille. C'est un peu détourné WhatsApp, mais effectivement, il y a des insights à ramener du point de vue études qui sont hyper intéressants. Et donc, en transition, j'ai passé la parole à Éric Declercq, qui est notre directeur de création chez Epsilon. Éric va vous présenter justement, alors avec un cas d'une marque que vous connaissez peut-être, justement comment est-ce qu'on travaille sur la créativité au sein du mail. Merci beaucoup. Bonjour à tous. On va parler... Ah, c'est ici? Ouais, c'est vers le bas. On va parler vidéo ce matin. On l'a vu, y compris dans le cas WhatsApp, c'est un média qui est fortement utilisé, qui a été très attendu, que ce soit sur les sites internet, dans les réseaux sociaux, en télé ou en DOH. C'est le format qui capte le plus l'attention, qui permet de générer aussi de l'émotion et qui fait vendre. S'il y a bien un endroit où on trouve assez peu la vidéo, c'est dans l'email. Aujourd'hui, en fait, la plupart des outils l'intègrent très mal. Ça a tendance à casser le code, et aussi, en fait, dans tout ce qui est service de messagerie, c'est très mal interprété dans la plupart des cas. Ce qui va être intéressant justement ici, c'est avec un partenaire que Epsilon a, c'est de pouvoir intégrer de la vidéo qui va être directement jouable dans l'email et avec un déclenchement automatique. C'est-à-dire que dès l'ouverture de l'email, vous allez avoir en fait cette vidéo qui va pouvoir se jouer dans 80,
plus de 99% des services de messagerie. Excusez-moi. Alors le service s'appelle Viewed. C'est un service, en fait, c'est une plateforme SaaS qui va permettre, en fait, à partir d'une vidéo, de transformer la vidéo en un lien qui va être intégré dans les emails. Et l'email va être, c'est un service qui va être intelligent et donc qui va adapter le format en fonction du device, en fonction de la qualité de la connexion et en fonction du service de messagerie, pour avoir en fait un affichage qui se fera sur l'ensemble en fait des client mail. Ce qui est intéressant aussi, bien entendu, c'est de faire apparaître la vidéo, mais surtout, on a en fait des retours chiffrés. Tout ça va être mesurable. On saura qui a lu la vidéo, pendant combien de secondes et sur quel device. Donc tout ça, ça permet d'avoir en fait une vraie mesure en fait de l'audience. Je parlais de compatibilité. On va pouvoir afficher de la vidéo en automatique pour 90% des utilisateurs. Donc, par rapport aux expériences qui existaient auparavant, où on avait plutôt 10% des utilisateurs qui allaient pouvoir afficher cette vidéo, et pour les autres, on avait en général une image statique avec la possibilité de cliquer sur l'image pour aller voir la vidéo en ligne. Là, on va pouvoir avoir la vidéo directement intégrée, donc avoir cette campagne qui va se délivrer au sein de l'email. Le principe est donc d'envoyer un fichier chez Viewed, et si je dois faire un parallèle, c'est un peu le même principe que ce que vous avez sur les plateformes de streaming, c'est-à-dire que plus de 20 formats de vidéos vont être générés par le système Viewed. La vidéo n'est pas embarquée dans votre email, c'est un flux qui va s'adapter en fonction du moment de lecture, du client mail et en fonction de votre device. Donc on peut avoir, en fait, pour la plupart des cas, on aura la vidéo qui sera directement intégrée. Si le client mail n'est pas compatible ou en fonction de la qualité de la connexion, un peu à l'instar justement de Netflix, on va avoir d'autres solutions qui vont être poussées automatiquement, toujours par le même service, on n'a rien à gérer, jusqu'à avoir en fait de l'image fixe pour vraiment en fait le dernier pourcentage de personnes qui auraient des réglages qui empêcheraient l'affichage de ces vidéos. Trois types d'offres au niveau de Viewed et 3 cas qu'on pourra voir en détail. Le premier, c'est bien entendu la vidéo intégrée. Donc la possibilité d'avoir une vidéo directement dans l'email. On voit ici en fait un exemple de chez Zara avec 2 vidéos dans le même email, puisqu'on n'est pas limité à un seul média. On peut avoir plusieurs médias qui se jouent automatiquement à l'ouverture. Aujourd'hui, techniquement, on peut avoir jusqu'à 60 secondes de vidéo avec de l'audio. L'audio passant en fait dans les client mail les plus récents. Autre cas possible, la vidéo qui est personnalisée. Donc à la fois avec des éléments texte, comme vous pouvez le voir ici, mais aussi en fonction de certaines caractéristiques. C'est-à-dire qu'on peut choisir d'avoir une vidéo différente en fonction d'une audience ou d'une autre, qui s'affichera en fonction de notre segmentation. Ça peut servir, bien entendu, par exemple pour lorsqu'on doit délivrer un véhicule, prévenir « Bonjour Julie, votre véhicule est arrivé dans la concession de XX ». On peut avoir, pour tout ce qui est programme d'engagement ou de fidélité, le changement de tir, justement, en fait, lorsqu'on passe Silver, Gold, etc., avoir un message qui est complètement personnalisé et qui vient au juste moment pour accompagner le changement de statut. Et troisième possibilité, c'est toujours avec ces trigger mails d'intégrer de la vidéo qui peut être générée dynamiquement et automatiquement en cas d'abandon de panier. On sait que c'est un point qui est
assez fort justement en e-commerce lorsqu'on a une configuration qui est faite, lorsqu'on a un panier qui est en cours de préparation et qui n'est pas validé. On peut relancer automatiquement et les vidéos peuvent être générées en fonction de tous les éléments qui sont déjà présents sur vos fiches produits. Donc, pour résumer, on a cette possibilité d'intégrer de la vidéo dans les emails. Ça permet d'avoir un nouveau levier d'attention qui transforme l'email qui était en fait plutôt un canal froid en canal émotionnel. Donc on va pouvoir utiliser l'email avec beaucoup plus de cohérence par rapport en fait à l'ensemble des campagnes. Pour le CRM, ça donne de nouvelles données à exploiter. Encore une fois, le côté qui, quoi, combien de temps a été vue la vidéo. Et pour la création, ça donne une certaine liberté et la possibilité d'avoir cette cohérence dans les campagnes pour avoir le même affichage, la même campagne qui va s'afficher en fait en fonction de vos cibles. Pour résumer, c'est facile et rapide à intégrer puisque c'est géré automatiquement par la plateforme et ça génère les liens qui viennent dans l'HTML. C'est compatible avec l'ensemble des clients mail et c'est mesurable et ça permet d'avoir plus d'engagement de la part des clients. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Merci Eric. Effectivement, et en plus on le voit beaucoup avec, je trouve qu'on le voit vraiment bien avec le dernier exemple. Vous savez qu'en média, il y a beaucoup de problématiques par rapport à la vidéo, par rapport au in-stream, par rapport au in-banner, etc. Là, effectivement, il y a vraiment un lien par rapport à ça et comment les vidéos peuvent être aussi positionnées dans le canal CRM en plus du canal média. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant sur la vidéo et l'omnicanalité par rapport à la vidéo. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Petite question, est-ce qu'on peut avoir du son dans ces vidéos ou ça viendra plus tard? On était autrefois limité à 30 secondes. Il y a quelques mois, c'était encore limité à 30 secondes de vidéo. La plateforme permet maintenant de passer à 60 secondes de vidéo, incluant de l'audio. Ok. Le coût de la technologie? Le coût est relativement faible. Dépend bien entendu en fait de l'audience et de la volumétrie de l'envoi. C'est un peu similaire en gestion de toute façon à une campagne de bannière. Donc c'est un coût à l'apparition de la vidéo. C'est-à-dire que vous ne payez pas, il n'y a pas de coût qui est en fait correspondant à l'envoi, mais uniquement aux ouvreurs. Ok. Et les taux d'engagement sont nettement meilleurs qu'une image statique ou qu'un GIF traditionnel? Alors le taux d'engagement, en fait, c'est surtout qu'il ne se limite pas en fait au clic. En fait, on ne le mesure pas uniquement au clic sur, en fait, dans l'email sur le CTA, puisqu'il y a le même effet aussi que sur les campagnes médias. Il y a ce côté notoriété qui peut être travaillé. Il y a la présence en fait mémorielle de la vidéo par rapport en fait à l'image fixe et la possibilité de mesurer en fait si la vidéo a été vue une seule fois, plusieurs fois et combien de secondes. Est-ce que c'est compatible avec n'importe quel canon à email? C'est compatible avec une grande partie. L'avantage, en tout cas de tout ce qui est service de messagerie par email, que l'on soit, en fait, quel que soit le device, ce qui est très intéressant, c'est que, y compris dans les canaux qui étaient relativement complexes auparavant, type Outlook et autres, on a sur Gmail, Yahoo, Outlook, cette diffusion possible des vidéos qui se fait directement et naturellement
dans les messages. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on est à votre disposition après pour vous montrer effectivement des exemples? Alors, je vais reprendre ça, merci. Merci Eric. Et là, je vais inviter Delphine Isal à me rejoindre, qui est la directrice marketing et communication de Flying Blue. Et on va avoir le plaisir de vous présenter ce sur quoi on travaille depuis 18 mois maintenant et comment justement Flying Blue est accompagné au niveau global de Publicis en Power of One. Je te laisse présenter le programme. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Effectivement, peut-être pour commencer, quelques points de repère sur Flying Blue. Donc, c'est le programme de fidélisation du groupe Air France KLM et ça représente aujourd'hui 30 millions de membres, comme vous le voyez inscrit sur le slide. Flying Blue, ça a 20 ans. Ça a été créé en 2005. Non pas qu'il n'y ait pas de programme de fidélisation avant, mais c'est surtout la réunion et la fusion des programmes de fidélisation d'Air France et de celui de KLM. Donc anciennement Fréquence Plus, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, et Flying Dutchman, qui ont donné naissance à Flying Blue en 2005. Donc c'était l'année des 20 ans. Et on va vous en parler pendant cette présentation. Donc 30 millions de membres. Le principe d'un programme de fidélisation, en tout cas chez nous dans l'aérien, c'est de earner, c'est-à-dire gagner des miles et des XP, mais je ne vais pas rentrer dans les détails du mécanisme ce matin. Quand vous voyagez, bien sûr, chez nous et chez les compagnies partenaires, mais aussi quand vous utilisez les partenaires de l'écosystème, et ils sont nombreux. Et ensuite, au fur et à mesure, quand vous avez certaines cagnottes, pouvoir les burner, donc les réutiliser pour vous offrir des expériences enrichies pendant le voyage, autour du voyage, mais aussi et de plus en plus, et c'est le sens que prend le programme, dans votre vie quotidienne, même quand vous ne voyagez pas. Donc 6 000 reward tickets par jour, les reward tickets, c'est justement les miles que vous pouvez utiliser pour acheter un billet d'avion et vous payer un petit peu, le voyage de vos rêves. Donc c'est quand même important comme activité. Et on a un écosystème très très riche de partenaires qui s'est développé au cours des années, avec, vous voyez, plus de 140 partenaires, une centaine de partenaires commerciaux et une quarantaine de partenaires aériens. On ne se rend pas compte, on n'a pas connaissance de l'ensemble du dispositif, mais c'est extrêmement riche et il y a beaucoup de possibilités d'évoluer dans le programme. Donc c'est le programme du groupe, Air France, KLM, Transavia bien sûr, mais aussi de compagnies historiquement partenaires comme Tarom et Air Calin. Et puis, donc on génère 800 millions d'euros. En tout cas, c'est les chiffres de 2024. Ce qui est une activité extrêmement bénéficiaire et très dynamique, en tout cas pour le groupe Air France KLM en ce moment. Voilà un petit peu pour brosser rapidement le portrait de Flying Blue. Et justement, quand Flying Blue nous a contactés il y a 18 mois maintenant, en fait, ils nous ont bien précisé leur problématique, et c'était un chiffre qui était juste avant, il y a un nouveau membre toutes les 5 à 6 secondes. Donc le luxe de ne pas avoir de problématiques par rapport à de la pure acquisition. En revanche, des problématiques justement par rapport au côté ludique, évangélisation par rapport au programme. Alors, vous avez dans la salle tous les experts, justement, Publicis et Flying Blue. Donc, à la pause, si vous voulez des tips pour gagner plus de miles, n'hésitez pas. Nous, justement, on est venu vers Flying Blue avec une agence qu'on a créée qui mêle à la fois la créativité avec Marcel, la gestion de la donnée, puisque dans un programme de fidélité, il en faut, avec Epsilon, et puis également toutes les opportunités de médiatisation avec Performix, qui est une des agences médias du groupe Publicis. Donc on a créé cette équipe avec toutes les expertises qui sont totalement croisées, et donc on a la chance d'accompagner les équipes Flying Blue au quotidien sur toutes les campagnes sur plus de 30 marchés dans plus de 10 langues. On travaille beaucoup sur des campagnes CRM, mais pas uniquement. On fait beaucoup de SOMI maintenant sur les réseaux sociaux. On va vous le présenter, mais on travaille maintenant sur du DOH, du digital, de l'audio. Et on fait beaucoup de campagnes en cross-canal.
Cette année, justement, c'était l'année des 20 ans, comme vous l'a expliqué Delphine. Et donc, 20 ans de fidélité et donc 20 ans de conversation. Et effectivement, j'imagine qu'une grosse partie d'entre vous êtes membre Flying Blue. Vous recevez des communications, des mails depuis une vingtaine d'années, avec justement cette base de membres qui grossit au quotidien. Ce programme, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez moi, je me rappelle de mon Fréquence Plus junior à l'époque, et après, comme quoi ça date. Et justement, c'est un programme qui a suivi toutes les transformations du voyage, et il y en a eu quand même beaucoup dans les dernières années. Ce qu'on a voulu, c'est justement prendre cet anniversaire pour reconnecter, pour réactiver un peu ses membres, et puis les remercier. Donc en fait, on est parti de cet anniversaire, de ces 20 ans, et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut en faire un levier relationnel et qu'est-ce qu'on peut développer derrière comme marketing relationnel? Donc en fait, ce qu'on a commencé à faire, on avait travaillé sur des premiers insights, sur des premières tribus qu'on a fait évoluer au fur et à mesure par rapport aux membres Flying Blue, par rapport au voyage. Et comme vous le disiez Delphine, c'est le programme de fidélité des compagnies aériennes, mais vous avez des possibilités de gagner des miles avec beaucoup de partenaires qui ne sont justement pas tous aériens. Donc en fait, on s'est dit, on a énormément de données. Comment est-ce que ces données, on peut les utiliser pour aller sur de l'émotion, pour aller sur de la conversation avec les membres à l'occasion de ces 20 ans. Et puis derrière, justement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conversion? Là-dessus, on a travaillé avec Marcel, et je vais laisser Delphine en parler, pour utiliser la data et aller au service de la création et au service du média ensuite. Et donc justement d'avoir le slogan que je te laisse continuer dessus pour justement ces 20 ans. Donc avec toute l'équipe, d'ailleurs il y en a pas mal qui sont présents aujourd'hui dans la salle, on a souhaité célébrer ces 20 ans en jouant vraiment sur l'émotion, sur le souvenir et sur toutes les expériences en fait, que nos membres ont pu vivre au travers du programme depuis 20 ans. Donc vous voyez Turning Miles into Memories for 20 years, ça a été ce qui nous a accompagnés là pendant 6 mois, enfin une bonne partie de l'année, et qui continue de nous accompagner sur la célébration de ces 20 ans. On a créé tout un dispositif d'assets. C'était une campagne assez innovante puisqu'on a décidé, on a pris le parti de la réaliser 100% en IA. Et le challenge, c'était justement de parvenir à transmettre les émotions, puisque comme vous le voyez, il y a de l'humain sur tous les visuels, au travers, grâce à l'IA. Donc ça a été un vrai challenge, un vrai use case intéressant. Et qui, selon nous, en tout cas, je ne sais pas si je ne vous l'avais pas dit, je ne sais pas si vous en seriez aperçu, mais en tout cas, a plutôt été un vrai succès. On est parvenu à avoir des visuels magnifiques avec des familles qui mettaient en avant à la fois les valeurs du programme, sur la magie du travel, sur la possibilité de reconnexion, mais aussi qui mettaient en avant des assets, des vrais bénéfices concrets du programme, les niveaux de tir dans le programme, les accès au salon, et j'en passe. Donc on avait 7 ou 8 assets qu'on a déclinés comme ça à chaque fois, ce qu'était Flying Blue et l'expérience en 2005, et finalement 20 ans après, qu'est-ce que le membre, ou en tout cas la famille, est devenue au travers du programme. Donc une campagne innovante où on a vraiment voulu centrer ça sur le client, centré sur les membres, et qui a été aussi worldwide. C'est la première fois qu'on réalise une campagne sur 37 marchés. Ça a été un vrai engouement. On a proposé ça aussi à nos équipes dans les différents pays. 37 marchés ont suivi le pas, et on était ravis qu'on puisse les embarquer de façon aussi massive, et ça a bien marché. Il faut savoir que le programme de fidélité, c'est le 3e critère de choix quand un client choisit un voyage aérien. Le programme de fidélité est le 3e critère de choix, après le tarif et la fréquence des vols. Donc c'est vraiment des assets qui sont un asset qui est vraiment représente une valeur ajoutée, et notamment sur les marchés où la concurrence est rude. Donc une campagne internationale. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a vraiment capitalisé. Alors, c'est lié un peu à notre organisation, mais on a voulu une campagne 360 en jouant vraiment sur la complémentarité des touchpoints et la complémentarité des audiences. Justement, on parlait d'opt-in tout à l'heure, puisque vous avez des voyageurs qui sont membres, à peu près un gros smile, la moitié d'entre eux,
tous ne sont pas membres, mais surtout, vous en avez certains qui sont opt-in aux communications d'Air France, opt-in aux communications de KLM, opt-in à Transavia, opt-in à Flying Blue, opt-in à tout, opt-in à rien. Bon, donc on a des intersections d'audience et surtout on a joué sur la complémentarité des audiences et des touchpoints pour qu'il y ait une vraie cohérence et rappeler aussi que Flying Blue c'est avant tout le programme de feed des airlines. On a ciblé aussi en innovant sur la partie display, enfin on est allé surtout en DOOH dans les aéroports, les chercher là où finalement ça fait vraiment sens, où sont nos clients, mais aussi ceux qui ne le sont pas encore, enfin qui ne sont pas encore membres. Et on a ciblé donc Paris, Amsterdam, nos principaux marchés, et les US. Ça a bien marché, un peu innovant aussi avec le côté lenticulaire. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est la petite photo qui est en bas à droite, justement pour jouer sur cette émotion et ce souvenir 2005-2025. Quand on était petit, enfin certains d'entre nous, on avait des petites cartes dans les mousses au chocolat qui étaient qui vous permettaient d'avoir une image et quand vous la bougiez, vous voyez l'autre. C'était exactement ce système-là. Donc on a eu des campagnes d'affichage aussi lenticulaires dans les aéroports parisiens notamment. Ça a bien marché. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a aussi essayé de personnaliser un maximum. On a fait pour la première fois du paid media. Ça a l'air de rien parce que les airlines le font, mais côté Flying Blue, on a fait du paid media targeté. Donc il a fallu justement revoir toute la structure de consentement, mais aussi onboarder nos bases CRM sur les plateformes sociales. On a fait tout ça en un temps record, en 6 mois. Donc ça a été un vrai challenge et on est parvenu à faire une campagne très ciblée. On a également fait appel au son et à la musique, puisque ça nous paraissait aussi être un élément extrêmement cohérent dans cette campagne où l'émotion était clé. Et on a permis, un petit peu comme un cadeau aussi pour célébrer ces 20 ans, à tous nos membres de se créer des playlists totalement personnalisées. Donc ils recevaient un email, ils accédaient via un lien à un petit questionnaire de 2-3 questions très rapides qui permettaient de cibler leurs goûts musicaux, leurs goûts de voyage et qui généraient donc pour chacun des playlists personnalisées. Donc personne n'avait tout à fait la même. Ça a été pendant tout l'été. Voilà. Et ce qui a été effectivement la force, c'est ce que disait Ronan, c'est qu'on a vraiment mis tout le monde autour de la table, la créa, la data et le média pour orchestrer l'ensemble du dispositif. Je crois qu'il y a une petite vidéo ensuite qui vous résume un petit peu tout ce que je viens de dire. Et donc justement, avec toute cette campagne, derrière, on a mesuré ça. Donc on a fait justement les premières études d'efficacité pour Flying Blue. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on mêlait énormément de points de contact différents. Donc, comme le disait Delphine, du DOH, de l'OH. Sur Meta, on avait fait du CRM onboarding. Mais on a également couplé un peu le CRM avec le SOMI. Et d'ailleurs, le CRM et le SOMI, en les ayant bien associés,
on a gagné 3 fois plus d'abonnés sur Instagram. Ce n'est pas quelque chose forcément qu'on avait prévu. Ce qui a été intéressant, c'était aussi de mesurer cette reconnaissance des créas, donc toute réalisée en IA et vraiment axée sur les membres. Ce qu'on a vu, c'est qu'on avait vraiment un impact sur la reconnaissance, surtout quand on était sur ces membres-là. Ça nous a permis aussi de gagner en considération, particulièrement en France, mais on l'a vu également dans des autres pays comme les États-Unis, où vous avez quand même moins de membres et la notoriété est plus faible. Donc c'était intéressant de voir justement la différence d'un pays à un autre. De la même façon, ça a permis de progresser énormément sur l'intérêt pour le programme Flying Blue. Et là aussi, ce qu'on cherchait beaucoup avec les équipes, c'était de la différenciation par rapport aux autres programmes, et qu'on soit sur des marchés français, néerlandais ou américains. Donc l'intérêt là-dessus, c'était vraiment qu'on a essayé de travailler pour que cette relation client, parce que le problème de fidélité, on est toujours là-dessus, soit vraiment sur l'émotion. Et quand on parle de mémoire, de souvenirs, forcément les souvenirs, la mémoire, c'est la donnée. Donc de l'utiliser comme ça, avec la data, avec la création, ça nous a permis d'avoir en fait une conversation assez naturelle entre les membres et la marque, et derrière d'avoir de la conversion, et on cherchait vraiment à aller sur de l'image. Et justement, demain, ça nous a permis d'ouvrir plein de questions avec Delphine et ses équipes, et de réfléchir où est-ce qu'on pouvait aller pour aller plus loin. Donc effectivement, WhatsApp, comme on en a parlé juste avant avec Renaud, mais également toutes les problématiques autour du wallet sont hyper intéressantes. Et le canal mobile par rapport à un programme de fidélité est aussi quelque chose à considérer, mais différemment que si c'était juste une marque qui prenait la parole. De la même façon, ce qu'on voit, c'est de segmenter pour aller plus loin sur la personnalisation. Et ça aussi, c'est un challenge qu'on voit beaucoup en ce moment sur le marché. L'orchestration des interactions est également hyper importante. Vous avez vu là, par exemple, le mail avec la vidéo. Comment est-ce qu'on l'orchestre avec d'autres points de contact vidéo, et donc par exemple avec le média. Et puis, une des dernières nouveautés qu'on fait, Delphine nous parlait beaucoup des partenaires. On a créé un outil justement basé en IA d'aide à la décision qui nous permet de voir quel type de partenaire serait le mieux positionné pour communiquer et pour être avec Flying Blue par rapport aux valeurs de marque de Flying Blue qu'on a définies. Donc l'IA, on l'utilise aussi, et c'est ça qui est intéressant, au sein de Starlinks, on va l'utiliser en créa, comme vous avez pu le voir. On l'utilise de plus en plus en médias, et puis on va l'utiliser aussi sur des problématiques différentes, comme des logiques de partenariat. Donc c'est vraiment très large, et on essaie justement de garder cette omnicanalité à travers toutes les expertises. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, outre le fait de comment faire pour gagner plus de miles ou passer gold, ou ultimate, mais totalement clair. Écoutez, merci en tout cas. Merci beaucoup. Et pour finir, comme je disais, chez Epsilon, on aime bien tout ce qui est mesure. Et on voulait vous montrer et échanger avec vous et partager sur tout le dispositif qu'on a mis en place de mesure avec Maison du Monde. Donc un MMM que vous connaissez un peu tous. Mais là, on a fait un MMM Advance. On est allé vraiment plus loin. Et donc, je vais laisser la parole à Stéphanie de Maison du Monde et à Faustine des équipes d'Epsilon pour vous le présenter. Merci. Hop, parfait. Allons-y, je vais me mettre de l'autre côté. Dans l'autre sens. C'est parti. Allez, cette fois, c'est la bonne. Donc, ici, on va parler de MMM. Donc, le MMM, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un Marketing Mix Modeling. C'est un outil qui est spécifiquement stratégique pour piloter, en fait, toutes ces performances omnicanales. Donc, omnicanal, on parle des canaux de médias, donc notamment le off et le on. C'est idéal aussi pour mesurer tout ce qui est les impacts sur des KPI tels que des ventes, du trafic ou du capital de marque, par exemple. Et le but ultime, en fait, de cette étude, c'est d'optimiser l'efficacité du mix marketing. Seulement, en fait, le MMM, il a deux limites qui ne permettent pas de répondre à l'ensemble des questions en fait, des clients. La première, c'est que c'est un outil qui manque un peu de granularité sur tout ce qui est les médias digitaux, en fait.
Et l'autre particularité, c'est qu'il est plutôt, comme vous l'avez vu, des KPI plutôt business. Et donc, en fait, il n'adresse pas les sujets qui correspondent à tout ce qui est le profil client, l'analyse, la connaissance client, etc. C'est pour cela qu'en fait, nous, on a proposé une approche qu'on a appelée le MMM augmenté, qui va réunir en fait 3 mesures qui sont donc la première, le MMM, dont on a parlé juste avant, qui va permettre d'avoir vraiment ce côté business, quel est mon impact de mes communications sur mon business, mais aussi on l'a couplé avec une analyse sur la contribution digitale pour pouvoir arriver à détailler justement tous ces leviers digitaux pour mieux les piloter derrière. Et du coup, on a ajouté également une 3e analyse qui va être vraiment sur la base client pour descendre vraiment à cette maille, le profil ou des choses comme ça. Donc, concrètement, en fait, pourquoi on a fait ça? Ce que je vous disais, c'est que le MMM seul, en fait, ne va pas répondre à l'ensemble des questions du client. Donc, ce qu'on voit, c'est que le MMM ou les contributions digitales, ils vont plutôt répondre aux questions du qui et du combien. Donc, par exemple, quel incrémental de mes ventes sur l'ensemble de mes leviers. Donc, quand on parle de levier, ici, on parle du CRM, du média, de la promotion, du digital, etc. Est-ce que du coup, mes leviers, ils saturent? Est-ce que je peux encore mettre de l'argent ou est-ce que du coup, j'ai atteint le plafond? Et du coup, quelle est la performance selon les canaux, mais aussi, du coup, on pourra aller piloter plus loin selon les régies ou alors les objectifs de communication. Donc tout ça, en fait, c'est les 2 premières analyses qui vont pouvoir répondre à ça. Et donc l'idée, c'est de sortir aussi de cette vision qui n'est que business pour aller jusqu'à la vision client et d'apporter des réponses sur le qui, en fait. Du coup, ma stratégie, est-ce qu'elle a impacté le comportement de mes clients? Est-ce qu'elle a eu un impact sur un segment plutôt qu'un autre? Donc voilà, donc d'aller vraiment creuser plus loin, en fait, sur cette partie-là. Le pain point sur les études, la majorité du temps, c'est la collecte de données. Et encore plus, en fait, sur ce type d'études, puisqu'on peut le voir ici, en fait, notamment le MMM. Donc, c'est une étude qui demande une collecte de données sur 3 ans d'historique. La contribution digitale, plutôt sur 1 an. Et du coup, la base client, plutôt sur 2 ans. Donc là, en fait, notre objectif, c'était de mutualiser, en fait, l'ensemble des données pour essayer de partir en fait des données qui sont les plus fines, donc majoritairement celles de la base client en fait, qu'on a pu réagréger pour derrière aller faire les bases de données pour le MMM et la contribution digitale. Voilà. Bon, je ne vais pas rester très longtemps, mais je vais vous donner quand même quelques mots de méthodologie. Et oui, je suis dans la data. Donc, du coup, globalement, ce que je vous ai dit, c'est que le MMM, il repose en fait sur des données historiques. On l'a vu sur 3 ans à la maille hebdomadaire. Et il repose aussi sur de la modélisation qu'on appelle économétrique, souvent de la régression ou du bayésien. Mais du coup, ce qui est important, c'est que la force en fait du MMM, c'est que c'est un outil qui est holistique. Holistique, ça veut dire que du coup, je vais intégrer bien sûr tous les éléments en fait de mon mix marketing, mais je vais aussi intégrer tous les éléments externes qui peuvent avoir un impact sur mon KPI, tels que la météo, l'inflation, etc. Et c'est le fait d'être holistique qui va permettre d'avoir le juste impact de tous les facteurs. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, on va imaginer, je fais une vague télé, elle est en plein pendant mes soldes et en pleine inflation. Et ben, le MMM, il va être capable en fait, d'isoler l'impact de la télé, de l'impact de la promotion, de l'impact de la conjoncture et de tous les autres éléments qui pourraient être mis en place en même temps que votre vague télé. Donc ça, c'est vraiment une des forces du MMM. Et du coup, on l'a dit aussi tout à l'heure, il est multidimensionnel. Donc, on peut adresser plusieurs KPI comme des ventes du trafic, mais aussi, ce qui est intéressant, avec des mesures imbriquées, en fait, on peut avoir des effets du coup directs et indirects. Par exemple, on va le voir avec le trafic tout à l'heure, des médias qui génèrent du trafic et qui derrière génèrent des ventes. Du coup, on l'a dit, c'est holistique, c'est une de ses forces, mais aussi ça le contraint un petit peu à rester à un niveau macro.
Et donc, c'est pour ça que derrière, on a ajouté, on l'a couplé, on va dire, avec une autre méthodologie qui est le RBA, donc the Regression Based Attribution, qui, lui, va être aussi sur des données historiques, mais plus courtes, donc 1 an à la maille quotidienne, et qui va être basé sur de la régression, comme son nom l'indique d'ailleurs. Et l'idée, c'est qu'il va mesurer les mêmes KPI en fait, que le MMM, ce qui va vraiment lui permettre d'être déjà cookie-less, première chose, et deuxième chose, qui va lui permettre d'être facile en fait, à harmoniser avec le MMM. C'est tout l'intérêt aussi de cette méthodologie-là. Et donc le but, c'est d'être beaucoup plus granulaire sur les données de médias digital et de pouvoir intégrer notamment le own aussi plus facilement. Le MMM va plutôt donner des résultats sur du total social, là où du coup avec cette méthodologie-là, on va descendre à la régie ou par exemple Facebook, Instagram et puis du coup acquisition, branding, etc. Mais on l'a dit tout à l'heure, la vision, elle ne serait pas complète, on n'aurait pas une vision de 360 si on n'avait pas ajouté en fait cette troisième analyse sur la base client. Donc la base client, donc on repart de la base client. On va aller sur des KPI tels que du nombre de transactions, voilà, du panier moyen, le nombre de clients. Et en fait, on va faire une analyse, on va comparer donc, pendant la période où on a une nouvelle stratégie et la même période, mais l'année N-1. En fait, pour aller regarder s'il existe des différences en fait, qu'on peut capter sur déjà tous les quartiers, mais ensuite, par exemple, sur des segments de clients comme la RFM, ou alors, en fait, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut aller faire des focus sur des clients spécifiques, en fait, comme des nouveaux ou des promophiles, voilà, etc. Et donc, l'idée, ici, c'est de vous illustrer ça, donc cette partie très théorique, par un use case avec Maisons du Monde. Du coup, ce qu'on a fait, c'est une étude qui a duré environ 5 mois et qui était vraiment basée sur de la multi-expertise. Donc, je vais vous présenter Epsilon et après, je laisserai la parole à Stéphanie. Donc, de notre côté, en fait, on a réuni donc Laetitia, qui était vraiment une experte média digital, et Axel, qui était l'expert de la connaissance client. Et du coup, moi-même, l'experte en économétrie pour pouvoir réaliser ce trio d'analyse. Merci Faustine. Donc, bonjour à tous, je suis Stéphanie Guédon et je suis directrice marketing client stratégique chez Maisons du Monde. Ça signifie que dans mon scope, j'ai tout ce qui est marketing à la performance, le SEO, le média traditionnel, tout ce qui est réseaux sociaux aussi, organique payant, le CRM et les études. Et effectivement, à l'époque, parce qu'on a commencé il y a 1 an, Faustine, à l'époque, j'étais responsable du média et de l'acquisition uniquement. Donc, un des premiers enjeux, comme je pense dans toutes les entreprises, c'était de réunir différentes équipes de différents départements pour pouvoir réussir le projet. Et pour moi, c'est la première pierre du projet, c'était vraiment réunir tout le monde pour pouvoir collecter correctement les données. Donc, on a mis autour de la table l'acquisition, le média, les équipes data, qui étaient très précieuses, bien sûr, et les équipes CRM, parce qu'un de nos défis, c'était bien de réaligner le CRM avec tous les autres leviers marketing, qu'ils soient médias ou qu'ils soient promotionnels. Donc, je vais, sans transition, vous donner quelques éléments qui ont été de très bons enseignements pour nous et ce qui, aujourd'hui, m'ont permis de présenter très concrètement mon budget pour l'année prochaine et ma stratégie pour l'année prochaine. Et donc, voilà les premiers éléments. Le premier, pour Maisons du Monde, ça a été l'occasion de comprendre quel était l'impact de chacun de nos leviers, qui soit médias, CRM, promo, comme je disais tout à l'heure, et aussi aller comprendre l'impact des concurrents, parce que comme le disait Faustine, ce qui était intéressant dans le projet MMM, c'était aussi de comprendre les données exogènes et non pas d'être trop nombrilistes sur nos performances. Un des premiers enseignements, c'était que le média contribue tout de même
à 30% des ventes. Ça, c'était quand même déjà un très gros enseignement. Très rassurant aussi par rapport aux investissements qu'on met aujourd'hui en médias. Le second, on avait besoin de comprendre aussi l'impact sur le trafic en magasin, que le magasin soit digital ou physique, puisque chez Maisons du Monde, 30% du business se fait en digital, 70% en magasin. Donc c'était très important pour nous de comprendre l'impact de nos activations. Et donc de comprendre bien sûr que la marque génère de façon indirecte du trafic naturel, ça c'est sûr. La marque et le besoin conso, bien sûr. Mais aussi, on allait regarder les effets indirects du média sur le trafic. Et là aussi, c'était important d'aller comprendre cet effet indirect par levier, pouvoir mieux allouer ensuite mon budget. Le second enseignement qui était très riche, et après quand on descend par levier, on a réussi, et c'est un peu ce qu'on cherche aussi, à comprendre la saturation de certains leviers. Il y a des leviers sur lesquels on met certainement bien trop de budget par rapport à ce qu'il peut produire, et c'est ça qu'on cherche à comprendre, c'était la saturation des leviers. Effectivement, on a trouvé de la saturation. C'est ce qui nous a permis ensuite de pouvoir mieux optimiser en fait notre budget tout au long de cette année 2025 et mieux réallouer du coup entre les leviers notre budget. Troisième enseignement, là c'est grâce plutôt au RBA qu'on a réussi à avoir ces informations, c'est que chez Maisons du Monde, comme je pense beaucoup de retailers, on était obligé de s'aligner avec la direction omnicanal sur une mesure qui est le last click. Je suis désolée, c'est affreux, mais c'est comme ça. Ça fait 20 ans que c'est comme ça. C'est notre quotidien parce qu'en fait, c'est la monnaie courante d'un point de vue mesure avec toutes les autres entités du groupe. Donc, on part du last click, c'est comme ça. Mais en revanche, là où on essaye de remettre un peu d'intelligence, c'est qu'on ne va pas allouer notre budget sur la base du last click. On va aller allouer notre budget sur la base du coût du MMM et donc du coup de comprendre que même si on a une faible contribution en last click d'un des leviers, c'est pas forcément comme ça que je vais allouer mon budget. Et grâce au MMM, on a pu du coup être beaucoup plus fin par rapport à cette allocation budgétaire. Un autre point qui était très important pour nous, c'était de comprendre la contribution du CRM, parce que malheureusement, le CRM en last click, c'est un peu pauvre. On a l'email, on a aussi la mesure des SMS, donc là, c'est catastrophique, en fait. D'un point de vue trafic sur le web, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est ça qu'on est allé regarder, en fait, c'est d'aller comprendre la contribution du CRM sur le trafic en mag, sur le trafic sur le web, mais pour de vrai, pas pour du last click. Et ça nous a permis de voir, du coup, de comprendre cette contribution. Et puis, il y a un autre point qui nous permettait aussi de casser un peu des a priori qui étaient politiques, un peu, dans la maison. On envoie beaucoup trop de mails aux clients, beaucoup trop de communication. Donc là aussi, c'était l'occasion de voir, est-ce qu'on sature sur ce levier-là ? Est-ce que, parce que bien sûr, on est comme je pense à peu près tout le monde, on va regarder nos taux de désabonnement, nos nombres de désabonnements, voilà, est-ce qu'on a un petit peu moins d'engagement ? Mais on avait besoin de mesurer au-delà de ça. Et donc, le MMM nous a permis aussi de comprendre qu'on ne saturait pas du tout sur le levier CRM et que là, on pouvait vraiment encore plus booster. Et c'est ce qui nous a permis de beaucoup mieux travailler notre programme de feed cette année. Et puis finalement, le nerf de la guerre, c'était l'optimisation du budget, bien sûr, puisque notre budget n'a pas progressé entre 24 et 25. Donc forcément, ce qui nous restait pour nous, c'était l'allocation budgétaire pour qu'elle soit mieux faite. Le fait d'avoir trouvé de la saturation, ça nous a permis en fait, de mieux réallouer notre budget. Et en plus, par la même occasion, de trouver en fait, encore de l'incrément sur nos ventes. Grâce à cette meilleure allocation budgétaire. Voilà ce que nous a permis le MMM en quelques mots. C'est un résumé d'un travail énorme, puisqu'on avait plus de 200 slides. Donc, merci beaucoup Faustine pour ça. Peut-être en conclusion, comme ça nous a vraiment aidé dans notre travail côté marketing,
et ben, l'année prochaine, on le relance. Voilà. Il y a encore une slide. Il y a encore une slide, pardon. C'est toi qui la poses, non ? Comme tu veux. La dernière, effectivement, de toute façon, Stéphanie a tout dit. L'objectif, c'était d'avoir cette vision donc 360 pour derrière optimiser, mais aussi bien les médias que le CRM. Du coup, l'un des facteurs clés de succès, c'est qu'effectivement, on a été chercher une mesure cookie-less, contrairement au last click, par exemple, qu'on a travaillé sur plusieurs dimensions, du trafic, des ventes et la base client. Et que du coup, l'objectif vraiment, c'était derrière que vous puissiez prendre des décisions sur du rationnel, que derrière vous puissiez vraiment vous appuyer sur des données concrètes et derrière aussi le pilotage plus à la rentabilité avec les données concrètes. Mais vraiment, je pense que c'est ce que tu disais au tout début, hein, le premier facteur clé de succès, c'est vraiment l'engagement de toutes tes équipes et les multi-expertises de notre côté, qui fait qu'on a pu vraiment aborder toutes ces notions-là en synergie tous ensemble, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez bien compris le advance par rapport au MMM classique. Ben, merci beaucoup. Merci. Hop là. Merci à tous, en tout cas, pour votre attention et vos questions durant cette matinée. On l'a enregistré pour justement pouvoir mettre un replay et on vous enverra la présentation aussi. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, en tout cas, je vous invite à reprendre un petit café et les cookies sont super bons au sein du campus. Ben, merci, bonne journée.